Bonsoir et bienvenue sur le temps endormi. Avant de commencer notre voyage ce soir, si vous appréciez ce contenu qui vous aide à trouver le sommeil, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires apaisantes. Maintenant, installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez, et laissez votre respiration devenir lente et profonde tandis que nous dérivons ensemble vers l'Égypte ancienne. Imaginez un instant la douce brise méditerranéenne qui caresse votre visage alors que le soleil descend lentement derrière les dunes dorées du désert. Les eaux du Nil scintillent comme des milliers de diamants dispersés sous la lumière déclinante. Le parfum du jasmin flotte dans l'air tiède, porté par le vent depuis les jardins luxuriants du palais royal d'Alexandrie. C'est dans ce monde enchanteur, à la croisée de 3 continents, que commence notre histoire ce soir. Une histoire qui nous transportera à travers les siècles, jusqu'à une époque où l'Égypte brillait comme un joyau au cœur du monde antique. L'année est 69 avant notre ère. Dans les couloirs de marbre du grand palais d'Alexandrie, là où les colonnes s'élèvent vers le ciel comme des géants silencieux, un événement remarquable est sur le point de se produire. Une petite princesse vient de naître, une enfant qui changera le cours de l'histoire d'une manière que personne ne peut encore imaginer. Son nom résonnera à travers les millénaires. Cléopâtre. Pour vraiment comprendre Cléopâtre, nous devons d'abord comprendre le monde dans lequel elle est née. L'Égypte de son époque était bien différente de celle des grands pharaons qui avaient construit les pyramides des millénaires auparavant. C'était l'Égypte ptolémaïque, un royaume gouverné par une dynastie grecque depuis la conquête d'Alexandre le Grand, 3 siècles plus tôt. Alexandrie, la ville qui portera le nom du conquérant macédonien, était devenue l'une des merveilles du monde antique. Imaginez des rues larges et bien ordonnées, contrairement aux ruelles étroites de la plupart des villes anciennes. Des bâtiments de marbre blanc brillant au soleil, ornés de colonnes élégantes dans le style grec. Des jardins luxuriants où poussaient des plantes venues de tous les coins du monde connu. Et dominant tout cela, se dressant fièrement au bord de la mer, le phare légendaire, l'une des 7 merveilles du monde antique. Ce phare colossal s'élevait à plus de 100 mètres de hauteur, sa lumière guidant les navires à travers les eaux dangereuses du port. De nuit, son feu brillait comme une étoile terrestre, visible à des kilomètres en mer. Le jour, un miroir géant reflétait la lumière du soleil, créant un signal visible de très loin. C'était un symbole de la grandeur d'Alexandrie, un témoignage de l'ingéniosité humaine et de la richesse de l'Égypte ptolémaïque. Mais le véritable trésor d'Alexandrie n'était pas son phare, aussi impressionnant soit-il. C'était la grande bibliothèque, le plus grand dépôt de connaissances que le monde ait jamais connu. Imaginez un bâtiment immense, ses salles remplies de centaines de milliers de rouleaux de papyrus. Chaque rouleau contenait des textes précieux, des œuvres de philosophie, de mathématiques, d'astronomie, de médecine, d'histoire, de poésie. Les savants du monde entier venaient à Alexandrie pour étudier dans cette bibliothèque extraordinaire. C'est dans ce contexte de splendeur intellectuelle et culturelle que la jeune Cléopâtre grandit. Dès ses premières années, elle fut exposée à un niveau d'éducation qui dépassait de loin celui de la plupart des enfants de son époque, même parmi la royauté. Les Ptolémées accordaient une grande importance à l'éducation, et Cléopâtre bénéficia des meilleurs tuteurs que l'argent pouvait acheter. Laissez votre respiration devenir encore plus profonde maintenant. Tandis que nous imaginons la petite Cléopâtre, âgée de peut-être 7 ou 8 ans, assise dans une salle d'études du palais. La lumière du soleil filtre à travers les fenêtres à colonnades, créant des motifs lumineux sur le sol de mosaïque. Des rouleaux de papyrus sont disposés soigneusement sur des étagères en bois de cèdre. L'air sent l'encre fraîche et le papyrus légèrement poussiéreux. Son tuteur principal était Philostratus, un érudit athénien qui lui enseignait l'art grec de l'oratoire et la philosophie. Il est fort probable qu'elle ait également étudié au musée d'Alexandrie, y compris à la grande bibliothèque. À travers cette éducation remarquable, elle absorba des connaissances que la plupart des dirigeants de son époque n'auraient jamais connues. Mais considérons un moment ce qu'était l'enfance pour une future pharaone. Tandis que d'autres enfants jouaient à des jeux simples, Cléopâtre apprenait l'art complexe de gouverner.
On peut imaginer qu'en tant que petite fille, elle assistait aux réunions diplomatiques où son père, Ptolémée XII, négociait avec des sénateurs romains et des prêtres égyptiens. Ces observations lui auraient permis d'apprendre en observant chaque geste, chaque changement subtil de ton, chaque pause stratégique dans la conversation. Son éducation était extraordinaire selon n'importe quel critère, ancien ou moderne. Alors que la plupart des femmes de son époque, même royales, ne recevaient qu'une instruction de base en gestion domestique et peut-être un peu de musique ou de poésie, Cléopâtre était formée comme un dirigeant à part entière. Ses tuteurs venaient d'Athènes, de Rhodes, des grands centres d'apprentissage à travers la Méditerranée, et ils apportaient avec eux des connaissances qui auraient été considérées révolutionnaires. Les mathématiques faisaient partie de ses matières favorites, et elle maîtrisa rapidement des concepts qui défiaient même ses tuteurs adultes. On peut l'imaginer travaillant tard le soir à la lumière des lampes, calculant des routes commerciales et des systèmes fiscaux, pensant déjà comme la dirigeante qu'elle deviendrait un jour. Elle comprenait que les chiffres représentaient le pouvoir, que la pharaone qui pouvait maîtriser l'économie complexe de l'Égypte serait celle qui pourrait maintenir l'indépendance dans un monde de plus en plus dominé par Rome. Mais peut-être encore plus impressionnante était sa capacité linguistique. À l'âge adulte, elle maîtrisait de nombreuses langues. Sa langue maternelle était le grec koiné, la langue de sa famille macédonienne. Mais contrairement à ses ancêtres ptolémaïques qui refusaient d'apprendre l'égyptien, Cléopâtre devint la première de sa dynastie à maîtriser la langue de ses sujets. Les sources anciennes rapportent qu'elle parlait également le latin, l'hébreu, l'araméen, l'arabe, le syriaque, le médique et le parthe. Plutarque affirme même qu'elle pouvait converser avec des ambassadeurs étrangers sans avoir besoin d'interprètes, un fait extrêmement rare pour un souverain de cette époque. Cette capacité linguistique n'était pas simplement une curiosité intellectuelle. C'était un outil politique d'une puissance extraordinaire. On peut comprendre l'impact qu'elle devait avoir sur un ambassadeur étranger quand la reine d'Égypte s'adressait à lui dans sa propre langue, montrant ainsi son respect pour sa culture. De même, les paysans égyptiens devaient ressentir une confiance nouvelle quand leur souveraine leur parlait en égyptien ancien, démontrant qu'elle n'était pas simplement une étrangère grecque, mais une vraie fille du Nil. Permettez à vos paupières de devenir lourdes maintenant, comme si elles étaient doucement tirées vers le bas par une force invisible et apaisante. Votre corps se détend de plus en plus profondément tandis que nous continuons notre voyage à travers le temps. Son père, Ptolémée XII, surnommé Lolette, ou le joueur de flûte, en raison de sa passion pour cet instrument et pour les festivals dionysiaques, reconnut tôt que sa fille possédait quelque chose de spécial. Contrairement à ses fils qui semblaient contents des plaisirs de la vie de palais, Cléopâtre démontrait une curiosité insatiable pour tout, de la tactique militaire aux techniques agricoles. On raconte qu'elle s'échappait souvent de ses tuteurs pour se promener dans les marchés animés d'Alexandrie, parlant avec les marchands et les artisans, apprenant sur l'Égypte réelle qui existait au-delà des murs du palais. Ses aventures précoces dans les rues de la ville lui enseignèrent des leçons qu'aucune salle de classe n'aurait pu fournir. Elle apprit comment les inondations saisonnières du Nil affectaient les prix du grain, comment les rumeurs politiques se propageaient à travers les bazars plus rapidement que les proclamations officielles, et comment les Égyptiens ordinaires percevaient leurs dirigeants grecs. Ces connaissances s'avéreraient inestimables quand elle prendrait finalement le trône. La situation politique pendant la jeunesse de Cléopâtre était précaire et complexe. L'influence de Rome sur l'Égypte devenait plus forte chaque année, et le règne de son père était marqué par une tension constante entre le maintien de l'indépendance égyptienne et l'apaisement des exigences romaines. La jeune Cléopâtre observa comment son père fut forcé à l'exil puis restauré au pouvoir avec l'aide romaine, un cycle humiliant qui lui enseigna des leçons fondamentales sur le délicat équilibre de la politique internationale. Pendant l'une de ces crises politiques, quand Cléopâtre avait environ 14 ans, elle accompagna son père à Rome elle-même. Il est probable qu'elle fit ce voyage avec lui, bien que les sources historiques ne le confirment pas avec certitude absolue. Si tel fut le cas, imaginons cette princesse adolescente marchant à travers le forum, observant le cœur de l'Empire qui contrôlait de plus en plus le destin de sa patrie. Elle aurait vu les temples magnifiques, les foules animées,
l'architecture impressionnante qui démontrait la richesse et le pouvoir de Rome. Mais plus importante encore, elle aurait étudié le système politique romain, observant les sénateurs débattre et comprenant comment la république la plus puissante du monde fonctionnait réellement. Cette expérience à Rome, si elle eut lieu, aurait été transformatrice pour la jeune Cléopâtre. Elle aurait réalisé que la survie de l'Égypte dépendait non seulement de la force militaire, mais aussi de l'habileté diplomatique et du levier économique. L'Égypte contrôlait le grain qui nourrissait une grande partie du monde romain, et elle aurait commencé à comprendre comment cette ressource pouvait être utilisée comme carotte et bâton dans les négociations avec Rome. Respirez lentement maintenant, sentez l'air frais entrer et sortir de vos poumons tandis que nous imaginons ces années formatrices. De retour à Alexandrie, l'éducation de Cléopâtre continua à s'étendre dans des directions remarquables. Elle étudia l'architecture navale et pouvait discuter des spécifications techniques des navires de guerre avec ses amiraux. Elle apprit la médecine et l'astronomie, comprenant comment les crues du Nil pouvaient être prédites en observant les étoiles. Elle maîtrisa l'art de la rhétorique, pratiquant des discours qui pourraient inspirer les soldats avant la bataille ou convaincre des nobles sceptiques de soutenir ses politiques. Mais peut-être plus importante encore, elle apprit l'art délicat de gouverner une population diverse. L'Égypte de son temps était incroyablement cosmopolite. Alexandrie seule contenait des Grecs, des Romains, des Juifs, des Syriens, des Nubiens et des Égyptiens natifs. Chaque groupe avait ses propres coutumes, langues et loyautés. Les dirigeants ptolémaïques précédents avaient souvent favorisé l'élite grecque, traitant les autres populations comme des sujets plutôt que comme des citoyens. Cléopâtre commença à envisager une approche différente, une qui embrasserait la diversité de l'Égypte comme source de force plutôt que comme défi à gérer. Ces années d'adolescence furent également marquées par une étude intensive de la religion et de la culture égyptienne. Alors que ses ancêtres avaient souvent maintenu une relation quelque peu distante avec les traditions égyptiennes natives, Cléopâtre s'y plongea complètement. Elle apprit à lire les hiéroglyphes, participa aux cérémonies religieuses dans les grands temples, et commença à comprendre la signification spirituelle du rôle du pharaon dans la société égyptienne. Cette éducation religieuse était plus que cérémonielle. Le pharaon était considéré comme un dieu vivant, le représentant terrestre du pouvoir divin. Et Cléopâtre comprit que cette autorité spirituelle était tout aussi importante que le pouvoir politique. Elle passa d'innombrables heures avec les grands prêtres de Ptah, d'Isis et d'autres divinités majeures, apprenant les rituels complexes et les concepts théologiques qui légitimiseraient son règne éventuel aux yeux de ses sujets égyptiens. Alors qu'elle approchait de ses 18 ans, Cléopâtre s'était transformée d'une princesse curieuse en une jeune femme formidable dont l'éducation surpassait celle de la plupart des dirigeants du monde antique. Elle pouvait débattre de philosophie avec des érudits grecs, discuter de projets d'ingénierie avec des architectes romains, négocier des accords commerciaux en plusieurs langues, et accomplir les rituels sacrés qui la reliaient aux traditions vieilles de 3000 ans de l'Égypte. Le personnel du palais qui l'avait vu grandir commençait à murmurer entre eux au sujet de la transformation remarquable dont ils avaient été témoins. Voici une princesse qui pouvait passer la matinée à réviser les registres fiscaux, l'après-midi à pratiquer des techniques d'épée avec sa garde, et la soirée à traduire de la poésie du grec vers l'égyptien. Son énergie semblait sans limite, sa curiosité insatiable, et son intelligence absolument extraordinaire. Mais même alors que les capacités de Cléopâtre continuaient à se développer, la situation politique autour d'elle devenait de plus en plus instable. La santé de son père déclinait et les questions sur la succession commençaient à dominer les conversations du palais. Selon la tradition ptolémaïque, elle devrait partager le pouvoir avec l'un de ses jeunes frères. Mais Cléopâtre avait déjà commencé à envisager un avenir différent pour elle-même et pour l'Égypte. Laissez vos muscles se relâcher complètement maintenant, comme si vous flottiez doucement sur les eaux calmes du Nil. Votre esprit devient paisible tandis que nous continuons notre récit apaisant. L'année est 51 avant notre ère, et le magnifique palais d'Alexandrie est enveloppé dans une atmosphère d'anticipation et d'incertitude. Ptolémée XII mourant, et avec ses derniers souffles, il met en mouvement des événements qui remodèleront le monde antique.
Imaginez Cléopâtre, maintenant âgée de 18 ans, debout au chevet de son père alors que la lumière de la lune méditerranéenne filtre à travers les fenêtres du palais. Elle a passé toute sa vie à se préparer pour ce moment. Pourtant, rien n'aurait pu vraiment la préparer au poids de la responsabilité qui se pose maintenant sur ses épaules comme un manteau royal. La couronne d'Égypte, avec toute sa gloire et son fardeau, est sur le point de devenir sienne. Selon les anciennes coutumes de sa dynastie, Cléopâtre doit partager le trône avec son frère de 10 ans, Ptolémée XIII. Mais même alors que les cérémonies de couronnement commencent, elle comprend que cet arrangement est purement temporaire. Son frère n'est guère plus qu'un enfant, facilement influencé par les courtisans ambitieux qui l'entourent, tandis qu'elle possède les connaissances, l'expérience et la vision pour gouverner l'Égypte seule. Les premiers mois de son règne révèlent toute l'étendue du génie politique de Cléopâtre. Alors que d'autres dirigeants auraient pu se contenter de suivre les traditions établies, elle commence immédiatement à mettre en œuvre des changements qui démontrent sa profonde compréhension de la position unique de l'Égypte dans le monde antique. Elle reconnaît que son royaume se situe au carrefour de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe, ce qui en fait le centre naturel du commerce, de la culture et de la diplomatie. L'un de ses premiers actes en tant que pharaon est de visiter personnellement le grand temple de Ptah à Memphis, où elle participe aux rituels sacrés qui la reconnaissent formellement comme dirigeante divine de l'Égypte. Mais ce n'est pas un simple geste protocolaire. En s'adressant aux prêtres et aux fidèles en égyptien courant, elle signale à ses sujets qu'elle est différente de ses prédécesseurs, qu'elle comprend et respecte vraiment les anciennes traditions qui lient l'Égypte ensemble. Les défis économiques auxquels l'Égypte fait face à cette époque auraient accablé un dirigeant moins compétent. Mais Cléopâtre les aborde avec la précision mathématique qu'elle a apprise pendant son éducation d'enfance. Les finances du royaume sont tendues par les paiements de tribut à Rome. Pourtant, elle découvre des moyens innovants d'augmenter les revenus sans surcharger son peuple. Elle réorganise le système de collecte des impôts, élimine la corruption parmi les gouverneurs provinciaux et établit de nouveaux partenariats commerciaux qui apportent une richesse sans précédent dans les coffres égyptiens. Ces réformes s'étendent bien au-delà de la simple comptabilité. Cléopâtre comprend que le plus grand atout de l'Égypte est sa productivité agricole, particulièrement le grain qui nourrit une grande partie du monde romain. Elle voyage personnellement à travers le royaume, visitant des fermes et des projets d'irrigation, consultant des ingénieurs sur l'amélioration du système complexe de canaux et de digues qui canalisent la crue annuelle du Nil. Ces voyages servent également un but politique en permettant à ses sujets de voir leur pharaon en personne, de témoigner de sa préoccupation sincère pour leur bien-être. La curiosité intellectuelle de la jeune reine continue à la conduire même au milieu des pressions du pouvoir. Elle établit de nouvelles écoles à travers Alexandrie, attire des érudits brillants à sa cour et participe personnellement aux débats philosophiques qui font de sa capitale le centre intellectuel du monde antique. La grande bibliothèque d'Alexandrie atteint de nouveaux sommets de magnificence sous son patronage, avec des scribes travaillant sans relâche pour copier et préserver la sagesse accumulée de la civilisation humaine. Sentez la paix vous envahir maintenant, comme une couverture douce et chaude qui vous enveloppe tendrement. Mais c'est la maîtrise des langues par Cléopâtre qui la distingue vraiment en tant que dirigeante. Quand des marchands arabes visitent sa cour, elle négocie avec eux en arabe. Quand des dirigeants juifs cherchent une audience, elle s'adresse à eux en hébreu. Quand des diplomates romains arrivent, elle leur parle en latin si parfait qu'ils oublient qu'elle n'est pas romaine elle-même. Cette polyvalence linguistique est plus qu'une démonstration impressionnante. C'est de la diplomatie pratique du plus haut ordre, lui permettant de construire des relations personnelles avec des dirigeants à travers le monde connu. À mesure que sa confiance grandit, l'opposition qu'elle affronte de l'intérieur de sa propre cour grandit également. Son jeune frère, Ptolémée XIII, maintenant guidé par des conseillers ambitieux qui voient une opportunité de saisir le pouvoir réel, commence à contester son autorité. La faction traditionnelle des nobles grecs qui ont toujours ressenti tout pharaon montrant trop de faveur aux Égyptiens natifs travaille discrètement à saper ses réformes. La situation devient de plus en plus tendue alors que des revendications concurrentes de légitimité créent des divisions dangereuses au sein de la cour royale.
La crise atteint son paroxysme quand une guerre civile éclate entre les deux frères et sœurs, chacun prétendant être le dirigeant légitime de l'Égypte. Cléopâtre se trouve forcée de fuir Alexandrie, rassemblant des partisans loyaux alors qu'elle se retire vers la frontière syrienne. Pour beaucoup de dirigeants, un tel revers aurait marqué la fin de leurs ambitions. Mais pour Cléopâtre, cela devient une opportunité de démontrer toute l'étendue de ses capacités remarquables. Pendant ces mois d'exil, elle révèle des talents que même ses conseillers les plus proches n'avaient pas pleinement appréciés. Elle se montre être une stratège militaire brillante, planifiant personnellement les campagnes qui restaureront son pouvoir. Elle fait preuve d'une endurance remarquable, marchant aux côtés de ses soldats à travers la chaleur du désert et dormant dans des tentes simples plutôt que d'exiger des accommodations royales. Plus importante encore, elle montre une capacité à inspirer une loyauté absolue parmi ses partisans qui en viennent à la voir non seulement comme leur reine, mais comme leur championne contre les forces corrompues qui l'ont chassée de son trône légitime. Le tournant arrive quand Cléopâtre apprend que Jules César, l'homme le plus puissant de Rome, est arrivé à Alexandrie, poursuivant son rival Pompée dans leur propre guerre civile romaine. Pompée avait cherché refuge en Égypte, espérant que le jeune Ptolémée se souviendrait de l'aide que Rome avait autrefois apportée à son père. Mais les conseillers de Ptolémée, dans leur sagesse douteuse, décidèrent d'assassiner Pompée. Ils pensaient que cela plairait à César et garantirait son soutien. Quand César arriva au port d'Alexandrie, on lui présenta la tête de Pompée comme un cadeau. Loin d'être reconnaissant, César fut horrifié et furieux. Pompée avait été son ennemi, c'est vrai, mais c'était aussi un citoyen romain de haut rang et autrefois son allié. Le tuer de manière aussi traîtresse était une insulte à la dignité de Rome. César pleura sur la tête de son ancien ami devenu rival, et sa colère contre les meurtriers était évidente. Laissez vos pensées devenir aussi calmes qu'un lac de montagne au lever du soleil, sa surface parfaitement lisse et immobile. Cléopâtre, depuis son exil, observait ces événements avec un intérêt intense. Elle comprit immédiatement que l'arrivée de César représentait à la fois un danger et une opportunité. Un danger, parce que Rome avait le pouvoir de simplement annexer l'Égypte et d'en faire une province. Une opportunité, parce que César pourrait être convaincu de soutenir sa cause contre son frère. Mais comment pourrait-elle même rencontrer César ? Alexandrie était contrôlée par les forces de Ptolémée. Si elle essayait d'entrer dans la ville ouvertement, elle serait arrêtée ou tuée avant même d'atteindre le palais. Elle avait besoin d'un plan audacieux, quelque chose de si dramatique que César ne pourrait pas l'ignorer. L'histoire qui suivit est devenue l'une des plus célèbres de l'Antiquité. Selon les récits antiques, Cléopâtre se fit envelopper dans un tapis ou peut-être dans un sac de literie et se fit porter dans le palais par un fidèle serviteur nommé Apollodore. Le paquet fut présenté à César comme un cadeau. Quand il fut déroulé devant le général romain étonné, Cléopâtre en émergea. Imaginez la scène. César, le conquérant de la Gaule, le général qui avait traversé le Rubicon et défié le Sénat romain, assis dans les appartements somptueux du palais royal d'Alexandrie. Les lampes à huile créent des ombres dansantes sur les murs richement décorés. L'air nocturne porte le parfum des fleurs exotiques des jardins du palais. Puis ce paquet mystérieux arrive, et de lui émerge une jeune femme, la reine déposée d'Égypte. Ce moment a été immortalisé dans d'innombrables peintures et films à travers les siècles. Mais nous devons comprendre que ce n'était pas simplement un geste romantique ou désespéré. C'était un coup de maître politique. Cléopâtre savait que César, comme la plupart des Romains, méprisait l'ordinaire et admirait l'audace. En se présentant de cette manière dramatique, elle captait immédiatement son attention et son respect. De plus, en venant seule, sans garde du corps ni escorte militaire, elle démontrait sa confiance en César. Elle se plaçait à sa merci, montrant qu'elle le considérait comme un homme d'honneur plutôt que comme un ennemi potentiel. C'était un pari risqué, mais Cléopâtre avait correctement jugé le caractère de César. Sentez vos muscles se détendre complètement, de la pointe de vos orteils jusqu'au sommet de votre tête. La rencontre entre ces deux personnages extraordinaires allait changer le cours de l'histoire. César avait 52 ans, un homme au sommet de sa puissance et de sa renommée.
Cléopâtre avait 21 ans, une jeune femme brillante qui luttait pour récupérer son trône. Mais malgré la différence d'âge, ils se trouvèrent être des égaux intellectuels. Les sources anciennes rapportent que César fut immédiatement fasciné par Cléopâtre. Mais contrairement à ce que suggèrent de nombreux récits populaires, ce n'était pas principalement à cause de sa beauté physique. En fait, l'historien grec Plutarque, écrivant un siècle plus tard, nota que la beauté de Cléopâtre n'était pas incomparable. Ce qui la rendait irrésistible, selon Plutarque, c'était son intelligence, son charme, la douceur de sa voix et sa manière de converser. On peut imaginer leur première conversation. Cléopâtre parlant à César en latin parfait, sans accent détectable. Discutant avec lui de politique romaine avec une compréhension qui rivalisait celle de n'importe quel sénateur. Démontrant sa connaissance de l'histoire et de la littérature romaine. Puis passant sans effort au grec pour citer des philosophes, avant de revenir au latin pour faire une plaisanterie spirituelle. César, qui était lui-même un homme de grande culture et d'intelligence, n'avait jamais rencontré personne comme elle. La plupart des souverains étrangers qu'il avait connus étaient soit des barbares illettrés, soit des monarques vivant dans le luxe et l'indolence. Cléopâtre était différente. Elle était à la fois souveraine et philosophe, stratège et savante. Leur relation, qui se développa rapidement, était fondamentalement politique, bien qu'elle soit certainement devenue aussi romantique. Cléopâtre voyait en César un moyen de sécuriser l'indépendance de l'Égypte, tout en maintenant l'accès au marché romain et à la protection militaire. César voyait en elle une alliée brillante qui pouvait l'aider à contrôler la Méditerranée orientale, tout en fournissant la richesse nécessaire pour financer ses propres ambitions. Leurs négociations démontrèrent la compréhension sophistiquée de Cléopâtre en matière de politique internationale. Elle ne demanda pas simplement un soutien militaire romain pour regagner son trône. Au lieu de cela, elle proposa une alliance globale qui répondait aux besoins stratégiques de César tout en préservant l'autonomie essentielle de l'Égypte. Elle lui offrit les ressources financières de son royaume, le soutien logistique de sa marine et les connexions diplomatiques qu'elle avait cultivées à travers la région. César accepta. Utilisant les troupes romaines sous son commandement, il intervint dans la guerre civile égyptienne du côté de Cléopâtre. La guerre qui s'ensuivit fut courte mais intense. Les forces de Ptolémée XIII, bien que plus nombreuses, ne pouvaient pas égaler la discipline et l'expertise tactique des légions romaines de César. La bataille décisive eut lieu dans les eaux près d'Alexandrie. La flotte égyptienne loyale à Ptolémée affronta les navires commandés par César et Cléopâtre. C'était un spectacle extraordinaire, les navires se heurtant les uns aux autres, les soldats se battant sur les ponts tandis que le feu illuminait l'eau. Dans le chaos de la bataille, le jeune Ptolémée XIII tenta de fuir par bateau. Mais son embarcation fut submergée par le poids de trop de soldats paniqués essayant d'y monter. Le jeune roi se noya dans les eaux du port d'Alexandrie, mettant fin à son court règne et à sa brève vie. Il n'avait que 15 ans. Laissez votre esprit dériver paisiblement, comme un bateau sans rame qui flotte doucement au fil de l'eau. Avec la mort de Ptolémée XIII, Cléopâtre était maintenant l'unique dirigeante de l'Égypte. Mais pour satisfaire les formalités de la tradition ptolémaïque, elle se maria avec son frère encore plus jeune, Ptolémée XIV, alors âgé de 12 ans. Ce n'était qu'un mariage de nom, car le garçon n'avait aucun pouvoir réel. Cléopâtre gouvernait seule, enfin. Sa restauration au pouvoir, accomplie avec le soutien de César, démontra sa capacité remarquable à transformer la victoire militaire en succès politique durable. Plutôt que de simplement punir ses ennemis, elle fit preuve de la magnanimité qui marque les grands dirigeants à travers l'histoire. Elle pardonna à beaucoup de ceux qui s'étaient opposés à elle, les réintégrant dans son administration tout en s'assurant de leur loyauté par une combinaison de traitements généreux et de surveillance prudente. Les mois que César passa à Alexandrie révélèrent l'étendue complète du partenariat intellectuel de Cléopâtre avec le général romain. Ensemble, ils visitèrent la grande bibliothèque, discutant de questions philosophiques avec les savants assemblés. Ils planifièrent des projets de construction ambitieux qui amélioreraient encore la réputation d'Alexandrie comme le joyau de la Méditerranée. César, qui était lui-même un écrivain brillant et un érudit,
trouva en Cléopâtre une égale rare, quelqu'un qui pouvait égaler sa propre curiosité intellectuelle et sa vision stratégique. Il passait des heures à discuter de philosophie, d'histoire, de politique et de science. Pour César, habitué à la compagnie de politiciens romains souvent terre-à-terre et de généraux seulement intéressés par la guerre, ces conversations étaient rafraîchissantes et stimulantes. On dit qu'ils firent même une croisière luxueuse sur le Nil, voyageant dans un navire somptueux qui était pratiquement un palais flottant. Cette croisière n'était pas seulement un plaisir romantique. C'était aussi une démonstration de pouvoir, montrant au peuple égyptien que leur reine avait l'appui du général romain le plus puissant. C'était également une opportunité pour Cléopâtre de montrer à César les merveilles de l'Égypte ancienne, les temples majestueux et les pyramides qui se dressaient depuis des millénaires. Mais la collaboration la plus significative entre Cléopâtre et César fut la naissance de leur fils. En juin 47 avant notre ère, Cléopâtre donna naissance à un garçon qu'elle nomma Ptolémée César, mais qui fut communément appelé Césarion, petit César. Ce garçon, combinant les lignées des Ptolémées et des Césars, incarnait la vision de Cléopâtre d'un partenariat entre l'Égypte et Rome qui préserverait l'indépendance de son royaume tout en assurant sa prospérité. Il est important de noter que César ne reconnut jamais officiellement Césarion comme son fils, et le débat historique continue sur cette paternité. Néanmoins, l'enfant devint plus que l'héritier de Cléopâtre. Il devint un symbole vivant du nouvel ordre qu'elle espérait créer. Un ordre où l'Égypte ne serait pas une simple province romaine, mais un royaume allié et indépendant, lié à Rome par des liens de famille et d'intérêt mutuels plutôt que par la conquête et la soumission. Sentez la paix s'installer en vous comme la rosée matinale sur les pétales d'une fleur. Quand César quitta finalement Alexandrie pour continuer ses campagnes, Cléopâtre avait accompli quelque chose de remarquable. Elle avait non seulement regagné son trône, mais elle avait transformé la relation de l'Égypte avec Rome, passant d'une relation de subordination à une relation d'alliance. Son royaume restait indépendant, sa richesse intacte, ses traditions culturelles respectées. Pourtant, elle avait également sécurisé la protection et le partenariat du chef militaire le plus puissant du monde. Cléopâtre suivit même César à Rome, où elle séjourna pendant un certain temps, probablement entre 46 et 44 avant notre ère. Sa présence dans la capitale romaine suscita beaucoup d'intérêt et de controverses. Certains Romains étaient fascinés par cette reine exotique, tandis que d'autres la considéraient avec suspicion comme une influence étrangère potentiellement dangereuse. Les années qui suivirent le départ initial de César furent une période de consolidation pour Cléopâtre. Elle continua à réformer l'administration égyptienne, rendant le gouvernement plus efficace et moins corrompu. Elle investit dans l'agriculture, améliorant les systèmes d'irrigation et introduisant de nouvelles cultures. Elle développa le commerce, établissant de nouvelles routes commerciales qui reliaient l'Égypte à des royaumes aussi lointains que l'Inde et l'Éthiopie. Sa marine, qu'elle avait personnellement aidé à moderniser, devint l'une des plus formidables de la Méditerranée. Les navires égyptiens, arborant son étendard personnel, devinrent des sites familiers dans les ports de l'Espagne au golfe Persique. Ces navires n'étaient pas seulement des instruments de guerre, mais aussi des ambassadeurs flottants qui portaient l'influence égyptienne vers des rivages lointains tout en protégeant les routes commerciales qui apportaient la prospérité au royaume. Mais en mars de l'an 44 avant notre ère, un événement se produisit qui menaça de détruire tout ce que Cléopâtre avait construit. Jules César fut assassiné à Rome, poignardé à mort par un groupe de sénateurs qui craignaient qu'il ne devienne roi et ne détruise la République romaine. La nouvelle de l'assassinat de César atteignit Alexandrie comme un coup de tonnerre. Avec son protecteur mort et Rome plongée dans le chaos, l'Égypte faisait à nouveau face à la prospecte de devenir une simple province dans l'empire de quelqu'un d'autre. Respirez profondément, laissez l'air remplir vos poumons lentement et complètement. Mais plutôt que de désespérer, Cléopâtre vit cette crise comme une autre occasion de démontrer sa résilience remarquable et son intelligence stratégique. Alors que divers dirigeants romains luttaient pour le contrôle de l'héritage de César, elle évalua soigneusement chaque successeur potentiel, cherchant celui qui pouvait le mieux servir les intérêts de l'Égypte tout en honorant son partenariat avec le général assassiné.
Cléopâtre retourna en Égypte après l'assassinat de César. Peu après son retour, son jeune frère et co-dirigeant, Ptolémée XIV, mourut dans des circonstances mystérieuses. Certains historiens suggèrent qu'il aurait pu être empoisonné sur les ordres de Cléopâtre, bien que cela reste spéculatif et impossible à prouver avec certitude. Ce qui est sûr, c'est qu'elle nomma alors son jeune fils Césarion comme co-dirigeant, sous le nom de Ptolémée XV. Pendant un temps, elle observa et attendit, maintenant des relations diplomatiques avec toutes les factions romaines tout en ne s'engageant pleinement avec aucune. C'était une position délicate à maintenir, mais Cléopâtre était devenue experte dans l'art de naviguer dans les eaux dangereuses de la politique romaine. Finalement, son choix tomba sur Marc-Antoine, l'un des lieutenants les plus fidèles de César. Antoine était un homme de grand talent militaire et de connexions politiques importantes. Il était également connu pour son charisme personnel et son amour du luxe et des plaisirs, des traits que Cléopâtre savait pouvoir utiliser à son avantage. En 41 avant notre ère, Antoine convoqua Cléopâtre pour qu'elle réponde à des questions sur son allégeance à l'Empire suite à la mort de César. La célèbre rencontre entre Cléopâtre et Antoine sur sa barge dorée à Tarse révéla à nouveau sa maîtrise de la diplomatie symbolique. Chaque détail de cette rencontre fut soigneusement orchestré pour créer un impact maximal. Cléopâtre se présenta habillée comme la déesse Aphrodite ou Vénus, entourée de servantes déguisées en nymphes et en Cupidon. La barge elle-même était une merveille d'artisanat égyptien, ses voiles de pourpre, ses rames d'argent, sa poupe ornée d'or. Mais sous le spectacle théâtral se cachait un calcul politique sérieux. Cléopâtre travaillait à forger une nouvelle alliance qui sécuriserait l'avenir de l'Égypte dans le monde post-César. Elle offrait à Antoine non seulement sa propre personne, mais aussi les vastes ressources de l'Égypte, sa position stratégique et sa sagesse politique. Leur partenariat s'avéra encore plus productif que sa relation avec César n'avait été. Ensemble, Cléopâtre et Antoine envisagèrent un empire oriental qui combinerait la puissance militaire romaine avec la richesse égyptienne et la sagesse égyptienne. Ils planifièrent des campagnes qui étendraient leur influence conjointe de l'Atlantique à l'océan Indien, créant une base de pouvoir assez forte pour rivaliser avec Rome elle-même. Laissez votre corps devenir aussi lourd et détendu qu'un rocher ancien reposant au fond d'un lac tranquille. Pendant ces années de partenariat avec Antoine, Cléopâtre atteignit l'apogée de ses pouvoirs en tant que dirigeante et diplomate. Imaginez-la maintenant dans sa fin de vingtaine, non plus la jeune femme qui avait dû se faire passer clandestinement dans le palais de César, mais une reine mature dont la réputation s'étendait à travers le monde connu. Son palais à Alexandrie était devenu un centre d'apprentissage et de culture qui rivalisait avec tout ce que Rome pouvait offrir. Les réalisations économiques de son règne pendant cette période furent extraordinaires. Sous sa direction, l'Égypte connut un âge d'or de prospérité qui profita non seulement à l'élite riche, mais aussi aux fermiers ordinaires, aux artisans et aux marchands à travers le royaume. Elle révolutionna les anciennes routes commerciales qui reliaient l'Afrique à l'Asie et à l'Europe, établissant de nouveaux partenariats avec des royaumes aussi lointains que l'Inde et l'Éthiopie. En 40 avant notre ère, après le retour d'Antoine à Rome pour des raisons politiques, Cléopâtre donna naissance à des jumeaux, qu'elle nomma Alexandre Hélios, le Soleil, et Cléopâtre Sélénée, la Lune. Ces noms symboliques suggéraient une nouvelle ère de renouveau sociétal et indiquaient peut-être l'espoir de Cléopâtre qu'Antoine répéterait les exploits d'Alexandre le Grand. Antoine fut forcé de conclure un accord temporaire avec Octavien, l'héritier adoptif de César, et épousa la sœur d'Octavien, Octavie, dans le cadre de cet arrangement diplomatique. Mais 3 ans plus tard, en 37 avant notre ère, Antoine se réunit avec Cléopâtre. Il avait besoin du soutien financier égyptien pour sa campagne parthique retardée, et en retour, Cléopâtre demanda la restitution d'une grande partie de l'empire oriental de l'Égypte, incluant de larges portions de la Syrie, du Liban, de Chypre, de la Crète et des riches bois de baumier de Jéricho. En 36 avant notre ère, Cléopâtre donna naissance à un 3e enfant avec Antoine, un garçon nommé Ptolémée Philadelphe. Les enfants qu'elle eut pendant cette période représentaient plus que le simple bonheur personnel. Ils incarnaient sa vision pour l'avenir de l'Égypte.
En plus de Césarion, son fils avec Jules César, elle avait maintenant 3 enfants avec Antoine. Chacun était un pont potentiel entre les intérêts égyptiens et romains. Elle supervisa personnellement leur éducation, s'assurant qu'ils maîtrisaient le même programme diversifié qui avait façonné son propre développement, tout en les préparant aux défis politiques complexes auxquels ils devraient éventuellement faire face. Sentez le sommeil s'approcher doucement, comme la marée montante qui s'avance lentement sur une plage de sable. Sa relation avec le peuple égyptien pendant ces années prospères révéla toute l'étendue de son génie politique. Contrairement aux dirigeants ptolémaïques précédents qui restaient isolés à Alexandrie, Cléopâtre voyageait régulièrement à travers son royaume, visitant des temples, inspectant des projets de travaux publics et rencontrant des dirigeants locaux. Ces voyages n'étaient pas de simples occasions protocolaires, mais des visites de travail où elle traitait de vrais problèmes et mettait en œuvre des solutions pratiques. La dimension religieuse de son règne continua à s'approfondir à mesure qu'elle mûrissait en tant que dirigeante. Elle devint de plus en plus identifiée à la déesse Isis, non seulement dans des contextes protocolaires, mais comme une incarnation vivante de la sagesse divine et de la protection. Cette autorité spirituelle s'avéra tout aussi importante que son pouvoir politique, créant des liens avec ces sujets qui transcendaient la simple loyauté envers le gouvernement et approchaient la véritable dévotion envers leur reine en tant que figure sacrée. Sa cour pendant ces années attirait des visiteurs de tout le monde connu, tous désireux de témoigner de la splendeur de la dernière grande pharaone. Les ambassadeurs retournaient dans leur pays avec des récits de banquets où la nourriture était servie dans des plats d'or, où le divertissement incluait des performances des meilleurs musiciens et danseurs du monde, et où la reine elle-même participait à des discussions philosophiques qui se prolongeaient tard dans la nuit. Mais sous toute cette magnificence, Cléopâtre ne perdait jamais de vue les défis pratiques auxquels son royaume faisait face. Elle continuait à moderniser les systèmes administratifs de l'Égypte, créant des méthodes plus efficaces pour la collecte des impôts, la tenue des registres et la communication entre la capitale et les provinces lointaines. Ces réformes garantissaient que les décrets royaux atteignaient même les villages les plus reculés, tandis que les rapports des fonctionnaires locaux remontaient à Alexandrie avec une rapidité et une précision sans précédent. Les avancées scientifiques et technologiques sponsorisées par sa cour eurent un impact durable bien au-delà des frontières de l'Égypte. Des savants alexandrins travaillant avec les ressources qu'elle fournissait firent des découvertes en astronomie qui améliorèrent la navigation pour les marchands et les commandants navals à travers la Méditerranée. Des chercheurs médicaux soutenus par le patronage royal développèrent de nouveaux traitements pour des maladies qui avaient tourmenté l'humanité pendant des siècles. Laissez vos pensées s'estomper doucement, comme des étoiles disparaissant dans la lumière de l'aube. Mais même alors que Cléopâtre atteignait le sommet de son pouvoir et de son influence, elle restait intensément consciente des nuages d'orage qui s'accumulaient à l'horizon. La situation politique à Rome devenait de plus en plus instable, avec diverses factions se disputant le contrôle du destin de la République. Son réseau de renseignements, l'un des plus sophistiqués du monde antique, lui apportait des rapports réguliers sur les développements qui pourraient menacer tout ce qu'elle avait construit. L'hostilité croissante entre Antoine et Octavien, l'héritier adoptif de César, créait une préoccupation particulière pour l'avenir de l'Égypte. Elle comprenait que ce conflit finirait par l'obliger à choisir un camp, et que le mauvais choix pourrait signifier la fin de l'indépendance égyptienne. Ses préparatifs pour cette crise à venir démontrèrent à nouveau sa capacité remarquable à penser stratégiquement tout en gérant les demandes immédiates de la gouvernance d'un royaume complexe. Les tensions entre Antoine et Octavien s'étaient intensifiées au-delà de la simple rivalité politique pour devenir une guerre ouverte. Et Cléopâtre comprenait que le destin de l'Égypte était en jeu. Ses espions à travers le monde romain envoyaient des rapports réguliers qui peignaient un tableau de plus en plus sombre. Octavien s'était révélé être un maître propagandiste, dépeignant Antoine comme un traître qui était tombé sous le charme d'une reine étrangère exotique. Le peuple romain, déjà méfiant des influences orientales, commença à voir l'Égypte non comme un allié, mais comme une menace pour leurs valeurs traditionnelles. Octavien exploita habilement ces peurs, transformant ce qui était essentiellement une guerre civile romaine en une lutte patriotique contre une influence étrangère.
Cléopâtre devint la figure centrale de sa campagne de propagande, dépeinte comme une séductrice intrigante qui avait corrompu les nobles vertus romaines. En 32 avant notre ère, Octavien convainquit le Sénat romain de déclarer la guerre, non pas contre Antoine directement, mais contre Cléopâtre. Cette manœuvre politique permit à Octavien de présenter le conflit comme une guerre contre une menace étrangère plutôt qu'une guerre civile entre Romains. 40% du Sénat, avec les 2 consuls, prirent néanmoins le parti d'Antoine et quittèrent Rome pour la Grèce. Laissez toutes les tensions quitter votre corps, sentez-vous devenir aussi léger qu'une plume portée par une brise douce. Les préparatifs de Cléopâtre pour la guerre à venir révélèrent toute l'étendue de son génie administratif. À travers l'Égypte, les chantiers navals travaillaient jour et nuit pour construire des navires pour sa flotte grandissante. Elle supervisa personnellement la conception de nouveaux navires de guerre qui incorporaient des innovations tout en maintenant la manœuvrabilité qui avait caractérisé l'architecture navale égyptienne. La mobilisation économique qu'elle orchestra démontra sa compréhension profonde de la guerre. Elle restructura le système de production de l'Égypte pour soutenir l'effort de guerre, mais parvint à le faire sans causer de difficultés à son peuple. Les surplus de grains furent soigneusement gérés pour nourrir à la fois les populations civiles et les forces militaires. Au printemps de l'an 31 avant notre ère, les forces opposées commencèrent leurs mouvements finaux vers la confrontation qui déterminerait l'avenir du monde antique. Antoine avait environ 500 navires et une force terrestre d'environ 65 000 fantassins. Octavien avait environ 400 navires et 80 000 fantassins. Les 2 armées se positionnèrent près d'Axium, sur la côte occidentale de la Grèce. Cléopâtre commandait sa propre escadre de 60 navires égyptiens, positionnés en réserve derrière les lignes d'Antoine. La vue de cette armada, avec ses bannières colorées et ses équipages divers, représentait l'aboutissement du travail de sa vie dans la construction de ponts entre différents peuples et cultures. La bataille navale qui se déroula le 2 septembre 31 avant notre ère, près d'Axium, devint l'un des engagements les plus importants de l'histoire. Les flottes d'Antoine et de Cléopâtre affrontèrent celles d'Octavien, commandées par son brillant général Marcus Agrippa. Les navires d'Antoine étaient plus grands et plus lourdement armés, mais les vaisseaux d'Octavien étaient plus petits, plus rapides et plus maniables. Le déroulement exact de la bataille reste sujet à débat parmi les historiens. Ce qui semble certain, c'est qu'à un moment crucial du combat, Cléopâtre, avec ses 60 navires, rompit l'engagement et mit le cap vers l'Égypte. Antoine, la voyant partir, la suivit avec une partie de sa flotte, abandonnant le reste de ses forces. Sentez-vous dériver maintenant, flottant doucement vers le sommeil paisible. Les historiens ont longtemps débattu des raisons de ce retrait. La version traditionnelle, propagée par Octavien et les historiens romains, la dépeint comme une fuite lâche. Mais une analyse plus nuancée suggère que cela pourrait avoir été une manœuvre stratégique planifiée. Face à une situation tactique difficile, Cléopâtre et Antoine auraient peut-être décidé que préserver leur flotte et leurs trésors de guerre pour continuer la résistance depuis l'Égypte était préférable à une destruction totale dans une bataille qu'ils risquaient de perdre. Quoi qu'il en soit, le reste de la flotte d'Antoine, privé de ses commandants, se rendit à Octavien. Une semaine plus tard, les forces terrestres d'Antoine capitulèrent également. Bien qu'ils aient subi une défaite décisive, il faudrait près d'1 an avant qu'Octavien n'atteigne Alexandrie. Les conséquences d'Axiom trouvèrent Cléopâtre de retour à Alexandrie, ses rêves d'empire oriental brisés, mais sa détermination à protéger l'Égypte intacte. Elle passa les mois suivants à préparer son royaume pour un siège tout en explorant également toutes les avenues diplomatiques qui pourraient préserver l'indépendance égyptienne. Sa correspondance pendant cette période révèle une femme qui refusait de désespérer même alors que ses options diminuaient constamment. Les préparatifs défensifs qu'elle supervisa transformèrent Alexandrie en l'une des forteresses les plus puissantes du monde antique. Le port fut fortifié avec de nouvelles installations. Les murs de la ville furent renforcés et approvisionnés avec des provisions qui pourraient soutenir un siège prolongé. Plus importante encore, elle s'assura que la vaste richesse de l'Égypte était sécurisée de manière à empêcher Octavien de simplement s'en emparer lors de la conquête.
Ces négociations finales avec Octavien démontrèrent les compétences diplomatiques qu'il avait servies tout au long de son règne. Même depuis une position de faiblesse apparente, elle tenta de sécuriser des termes qui préserveraient l'autonomie de l'Égypte tout en reconnaissant la suprématie romaine. Ces discussions révélèrent son engagement continu envers le bien-être de son peuple alors qu'elle cherchait des arrangements qui les protégeraient de l'exploitation dure qui suivait typiquement la conquête romaine. Le 1er août de l'an 30 avant notre ère, Antoine affronta Octavien dans une dernière bataille, mais sa flotte et sa cavalerie se rendirent sans combattre. Cléopâtre se réfugia dans le mausolée qu'elle avait fait construire, accompagnée seulement de ses servantes Hira et Charmion. Un message fut envoyé à Antoine disant qu'elle était morte, peut-être dans l'espoir qu'il en ferait autant et que cela pourrait adoucir Octavien. Antoine, croyant Cléopâtre morte, se jeta sur son épée. Mais la blessure ne fut pas immédiatement fatale. Apprenant que Cléopâtre était encore vivante, il fut transporté jusqu'à elle, hissé par une fenêtre d'étage supérieur de son mausolée, et mourut dans ses bras le 10 août. Respirez profondément et lentement, sentez votre poitrine se soulever et s'abaisser dans un rythme apaisant et régulier. Octavien, arrivant peu après, se trouva face à un dilemme. Il voulait ramener Cléopâtre vivante à Rome pour la montrer dans son triomphe. Mais il se souvenait que lorsque César avait fait défiler la sœur de Cléopâtre, Arsinoé, cela avait suscité la sympathie du public romain plutôt que le mépris. Il envoya donc des représentants pour négocier avec Cléopâtre, tout en la surveillant étroitement. Les derniers jours de Cléopâtre restent enveloppés de mystères et de débats historiques. Selon la tradition la plus célèbre, elle se suicida en se faisant mordre par un aspic, un serpent venimeux qui était symbole de royauté en Égypte et associé à la déesse Isis. Cependant, les historiens modernes remettent sérieusement en question cette version. Plusieurs problèmes se posent avec la théorie du serpent. Premièrement, un cobra égyptien mesure généralement entre 1,50 m et 2,40 m, parfois plus. Il aurait été difficile de faire entrer clandestinement un tel serpent dans le mausolée, que ce soit dans un panier de figues ou une jarre d'eau. Deuxièmement, les morsures de serpents ne sont pas toujours mortelles, et quand elles le sont, la mort peut prendre plusieurs heures et être extrêmement douloureuse. Une femme connue pour ses décisions nettes et sa planification méticuleuse aurait probablement hésité à confier son sort à un animal sauvage. Troisièmement, ses 2 servantes seraient mortes avec elle, ce qui nécessiterait 3 serpents ou un serpent ayant mordu 3 fois, ce qui est peu probable car un cobra dispense tout son venin en une seule morsure. Les sources anciennes elles-mêmes offrent des alternatives. Strabon, écrivant peu après les événements et peut-être présent à Alexandrie au moment de sa mort, propose 2 explications, soit par morsure d'aspic, soit par application d'un onguent toxique. Plutarque mentionne la possibilité d'un instrument creux, peut-être une épingle à cheveux, utilisée pour introduire du poison dans le corps. Certains historiens contemporains, comme Christophe Schaffer de l'université de Trèves, suggèrent qu'elle aurait pu prendre un cocktail de poison comprenant de la ciguë, de l'aconite et de l'opium. Cette combinaison aurait produit une mort relativement rapide et paisible, correspondant mieux au caractère méthodique de Cléopâtre. Il existe même une hypothèse selon laquelle Octavien lui aurait forcé la main, lui permettant de choisir sa méthode de suicide mais l'obligeant effectivement à mourir pour éviter d'avoir à l'exécuter publiquement ou de risquer qu'elle devienne un symbole de résistance. Laissez le sommeil vous envelopper maintenant, doux et réconfortant comme une couverture chaude. Ce qui est certain, c'est que Cléopâtre mourut le 10 ou le 12 août de l'an 30 avant notre ère, à l'âge de 39 ans. Selon Plutarque, elle fut retrouvée morte sur un lit d'or, vêtue de ses plus beaux atours royaux, une de ses servantes ajustant encore sa couronne avant de succomber elle aussi. Octavien fit exécuter Césarion, le fils de Cléopâtre et de César, éliminant ainsi tout rival potentiel. Cependant, il épargna les 3 enfants qu'elle avait eus avec Antoine. Ils furent emmenés à Rome et élevés par Octavie, la sœur d'Octavien et veuve d'Antoine. Avec la mort de Cléopâtre, l'Égypte devint une province romaine. Les forces d'Octavien occupèrent Alexandrie, mettant fin à près de 3 siècles de règne ptolémaïque et à 3 millénaires d'indépendance égyptienne.
Octavien, qui prendrait bientôt le nom d'Auguste, devint le premier empereur de Rome, inaugurant l'Empire romain qui durerait des siècles. Pourtant, même dans la défaite, l'héritage de Cléopâtre commença à prendre forme de manière qui influencerait le monde antique pendant des générations. La synthèse culturelle qu'elle avait promue entre les traditions égyptiennes, grecques et romaines devint une partie de la fondation pour la civilisation cosmopolite qui caractériserait l'Empire romain à son apogée. Les savants et les artistes qui avaient prospéré sous son patronage portèrent leurs connaissances et leurs compétences à travers le monde méditerranéen, répandant des innovations en sciences, médecine, ingénierie et littérature qui enrichirent la civilisation humaine. Les réseaux commerciaux qu'elle avait établis continuèrent à fonctionner sous l'administration romaine, connectant des régions lointaines dans des relations commerciales qui favorisaient la prospérité et l'échange culturel. La grande bibliothèque d'Alexandrie, qu'elle avait si ardemment soutenue, continua à servir comme centre d'apprentissage pendant des siècles, préservant les connaissances de l'Antiquité qui autrement auraient pu être perdues. Sentez la tranquillité vous envahir comme une vague douce et apaisante qui emporte toute tension. La réputation historique qu'elle acquit dans les décennies suivant sa mort reflète la nature complexe de ses réalisations et les besoins politiques de ses conquérants romains. Octavien, devenu Auguste, avait besoin d'un récit qui justifierait sa victoire tout en expliquant la résistance farouche qu'il avait rencontrée. Le portrait de Cléopâtre qui émergea des sources romaines officielles mettait l'accent sur son charme personnel tout en minimisant ses capacités politiques et intellectuelles, créant une légende qui obscurcissait ses véritables accomplissements. Pourtant, même les historiens romains écrivant sous le patronage impérial ne pouvaient pas entièrement supprimer les preuves de ses capacités remarquables. Leurs récits, malgré leur biais hostile, préservent des aperçus de la dirigeante brillante qui maîtrisait plusieurs langues, révolutionna la diplomatie internationale et transforma l'Égypte en le royaume le plus prospère du monde antique. Au fil des siècles, l'image de Cléopâtre a continué d'évoluer. Des artistes, des écrivains et des dramaturges ont été fascinés par son histoire, créant d'innombrables représentations qui parfois s'éloignent considérablement de la réalité historique. De Shakespeare à Hollywood, elle est devenue un symbole de beauté séductrice et de pouvoir féminin. Mais la vraie Cléopâtre était bien plus complexe et bien plus impressionnante que ces représentations simplifiées. Elle était une érudite qui pouvait débattre de philosophie avec les plus grands penseurs de son temps. Une mathématicienne qui comprenait les complexités de l'économie internationale. Une linguiste qui parlait avec aisance dans de nombreuses langues. Une stratège militaire qui commandait des flottes et planifiait des campagnes. Une diplomate habile qui naviguait dans les eaux dangereuses de la politique romaine. Et une dirigeante qui se souciait profondément du bien-être de son peuple. Son histoire nous rappelle que la vraie grandeur n'est pas mesurée par le pouvoir accumulé ni par la durée d'un règne, mais par les contributions durables que l'on fait à la connaissance humaine, à la compréhension culturelle et au progrès de la civilisation. Respirez profondément, laissez chaque respiration vous emmener plus profondément dans la relaxation. À travers son dévouement à l'apprentissage, elle fit d'Alexandrie le centre intellectuel du monde antique. À travers son respect pour la diversité, elle montra qu'un royaume pouvait être fort précisément parce qu'il embrassait différentes cultures et traditions. À travers son engagement envers la justice et la prospérité pour tous ses sujets, elle établit un modèle de gouvernance éclairée. Les innovations qu'elle pionnière en diplomatie, en administration, en économie et en développement culturel fournirent des modèles que les civilisations suivantes adapteraient à leurs propres circonstances. Son approche de la gouvernance qui combinait autorité traditionnelle avec efficacité administrative moderne influença les pratiques des gouvernements à travers la région méditerranéenne pendant des siècles. Les protocoles diplomatiques qu'elle établit continuèrent à façonner les relations internationales longtemps après sa mort. Ces innovations en pratiques protocolaires, en échange de cadeaux et en négociation de traités fournirent des cadres que les diplomates ultérieurs adaptèrent à des circonstances changeantes. Les systèmes éducatifs qu'elle promut aidèrent à préserver et transmettre des connaissances qui auraient pu être perdues pendant les bouleversements politiques qui suivirent son règne. Les écoles et bibliothèques qu'elle établit continuèrent à fonctionner sous la domination romaine,
maintenant les traditions savantes qui firent d'Alexandrie un centre d'apprentissage pendant des siècles. Laissez vos paupières devenir de plus en plus lourdes, comme si de doux poils les tiraient doucement vers le bas. Alors que nous arrivons au terme paisible de notre voyage ensemble à travers la vie extraordinaire de Cléopâtre, laissez votre esprit se reposer sur cette vérité remarquable. Sa grandeur ne résidait pas dans la durée de son règne ni dans l'étendue de ses conquêtes, mais dans les contributions durables qu'elle fit à la connaissance humaine, à la compréhension culturelle et au progrès de la civilisation. Son histoire nous rappelle que la vraie grandeur n'est pas mesurée par le pouvoir accumulé, mais par les changements positifs que nous créons qui durent au-delà de notre propre existence brève. À travers son dévouement à l'apprentissage, son respect pour la diversité, son engagement envers la justice et sa vision de coopération entre différents peuples et cultures, elle construisit des ponts à travers le temps qui continuent de nous connecter aux meilleures aspirations de la civilisation humaine. Reposez-vous maintenant dans la compréhension paisible que le voyage remarquable de Cléopâtre, de princesse curieuse à dirigeante visionnaire, offre une inspiration éternelle pour quiconque cherche à faire une différence positive dans le monde par la sagesse, la compassion et le service aux autres. Son héritage coule comme les eaux qui donnent la vie du Nil lui-même, nourrissant la croissance du potentiel humain partout où son influence atteint. Que le rythme doux de la rivière éternelle vous porte maintenant dans les rêves les plus paisibles, où l'âge d'or d'Alexandrie brille encore dans la lumière du matin, où la grande bibliothèque se dresse remplie de la sagesse des âges, et où l'esprit de la reine la plus extraordinaire de l'histoire continue de guider ceux qui osent rêver d'un monde où la compréhension triomphe de l'ignorance, où la coopération conquiert le conflit, et où la lumière de la réalisation humaine brille aussi brillante et éternelle que les étoiles qui veillaient sur son règne remarquable il y a si longtemps. Dormez paisiblement maintenant, chers voyageurs à travers le temps, et sachez que dans vos rêves, vous portez en avant le cadeau le plus précieux que la vie extraordinaire de Cléopâtre peut offrir. La compréhension que chacun de nous, à sa propre manière et en son propre temps, a le pouvoir de contribuer quelque chose de beau et de durable à l'expérience humaine, tout comme elle le fit quand le monde était jeune et qu'Alexandrie était le joyau du monde antique, brillant comme un phare d'espoir et de sagesse sous le ciel égyptien éternel. Bonne nuit, et que vos rêves soient remplis de la sagesse ancienne qui continue de nous guider vers un avenir meilleur.